Bonjour à tous. Ce matin, nous ne sommes pas à la Sorbonne, nous ne sommes pas à l'école de Camondo, mais nous sommes chez moi dans mon atelier. Et on présente encore trois mots. Pourquoi trois mots? Trois parce que j'aime bien trois et parce qu'en général, je pense que pour parler de deux choses, il faut toujours une troisième qui puisse se faire le lien. Les trois mots en question, c'est l'anthropométrie, la symétrie et l'ergonomie. On verra comme ces trois mots sont liés les uns aux autres et comment le développement de ces trois mots puisse nous être utile dans nos travaux d'architecte et designer. Est né d'abord l'œuf ou la poule? Alors, cette question qui est absolument banale, je le conçois, la même, on pourrait se la poser pour l'homme et la maison. Est né d'abord l'homme ou la maison? Ou bien, est-ce que l'homme, une fois sorti, il a trouvé un abri qui existait déjà, ou bien il a bâti? Cette question, figurez-vous, c'est la même qui se pose Vitruve au 1er siècle quand il écrit le traité, les 10 livres d'architecture. Et Vitruve se pose cette question en étant certainement beaucoup plus proche lui que non pas nous de l'homme primitif, parce que c'est de cette question-là qui démarre le développement de l'architecture. C'est à partir de ce questionnement, il cherche à comprendre comment l'homme a évolué et comme cette évolution, elle est rentrée, elle est arrivée aussi dans la construction. Vitruve, il dit, les hommes naissent comme tous les animaux dans les forêts, dans les cavernes et dans les bois. Donc, du coup, il se pose la question du milieu. Il dit, ils sortent, ils naissent et il connaît, et ils sont là. Ces lieux qu'ils fréquentent sont ceux-là. Mais après, il dit, il raconte qu'un orage violent génère une foudre qui s'abat sur un arbre et donc du coup les hommes découvrent le feu. Dans la tentative d'entretenir cette flamme, ils se rassemblent autour du feu et ils commencent à échanger. Donc du coup, il y a l'idée de la naissance du langage qui dérive dans la naissance des premières communautés qui se créent autour du feu. Et tout à fait par hasard, il dit Vitruve, ils naissent certains mots qui commencent à sortir. Et donc, à travers ces mots, ils commencent à se comprendre. Comprendre, ça veut dire aussi se partager des informations. La question de la première cabane, ou la cabane primitive, c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez Laugier. Ces hommes, donc, pour Vitruve, ils se rassemblent autour du feu et ils commencent à raconter des histoires. Ils commencent aussi à se partager des histoires et ils commencent aussi à se partager des savoir-faire. Or, bien que la chose soit absolument fascinante et mignonne dans son conte de l'histoire, probablement ça ne s'est pas passé comme ça. Selon Olivier Marc, dans la psychanalyse de la maison, c'est un livre de 72, Olivier Marc, il dit la forme première d'abri serait la réminiscence de l'enveloppe intra-utérine. Donc, ça nous semble tout à fait acceptable le fait que l'homme puisse sortir d'un ventre maternel et aller chercher un ventre autre. Donc, du coup, la grotte, la caverne, un abri qui est offert par la nature. On verra ça dans un autre cours, mais ce passage des 9 mois à l'intérieur du fœtus maternel contrôle et gouverne beaucoup notre imaginaire de l'espace habité de la maison. Il y a des auteurs qui se sont occupés essentiellement de voir comment cette période, qui est une période
intra-utérine puisse jouer à la suite un rôle extrêmement important sur notre façon d'habiter. D'ailleurs, les constructions, par exemple, de la Cappadoce centrale, ils témoignent très bien ce passage de l'homme sous la terre. Là, par exemple, nous sommes en Cappadoce, donc en Anatolie centrale, et précisément, nous sommes dans un village qui est le village de Derinkuyu, et qui abrite une montagne qui est qui a été utilisée par les hommes comme abri. Il ne s'agit pas simplement d'une maison ou de quelques maisons, il s'agit d'une ville souterraine. Une ville souterraine qui a été créée pour des questions de défense. L'extérieur en étant très dangereux, les hommes essaient de se mettre à l'intérieur de la terre pour s'abriter et pour se protéger. C'est un système extrêmement complexe creusé dans le sous-sol avec une série de couloirs à l'horizontale pour créer des passages entre un endroit et un autre, mais aussi à la verticale pour créer une sorte d'aération naturelle à l'intérieur de cet espace. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des abris pour dormir, mais dans cette ville, il y a tout ce qui concerne une ville. Ça veut dire qu'il y a des lieux destinés à la production, notamment de l'huile et du vin. Il y a des lieux destinés à la protection des bétails, donc il y a des étables. Tout ce qui est normalement, ce qui constitue une ville, là on le trouve sous terre. Alors, on peut dire d'emblée qu'il existe une architecture qui est une architecture positive, quand on ajoute de la matière, et aussi une architecture négative, quand on soustrait de la matière. Pensez par exemple à la sculpture. On est dans un bloc, on est dans une grotte, on est dans une montagne, et on construit par soustraction de matière. Tout ce qui est de l'ordre de l'architecture troglodyte, dite troglodyte, bien que soit extrêmement évoluée, comme vous voyez dans cette église rupestre, part du présupposé qu'existe construction, même si elle est faite par matrice négative. Comment on est arrivé à ça? Comment les hommes arrivent à créer toutes ces choses? De qui ils apprennent? Vitruve, toujours Vitruve, il dit que, à différence des animaux, les hommes ils sont capables d'articuler les mains. Donc ce geste d'articulation des mains fait naître toute une série de productions réalisées par l'homme. Et l'homme apprend de la nature. Il apprend des animaux, il apprend des hirondelles qu'ils construisent des nids, il apprend des araignées qu'ils tessent des toiles. Et chaque homme regarde l'ouvrage de son voisin et il se perfectionne dans son travail. Donc, les cabanes, il dit Vitruve, dans cet apprentissage mutuel, il devient de plus en plus perfectionné. Donc, à l'origine, il y a toujours cette histoire de communauté qui se parle, qui interagit et qui, à fur et à mesure, se perfectionne dans sa capacité de travailler. L'articulation des éléments, donc, serait à l'origine, selon Vitruve, de toute une série de manufactures. Par exemple, le tissage. Le tissage, c'est parmi les manufactures les plus anciens construits par l'homme. C'est quelque chose qui est déjà naturellement présent dans l'espace naturel, mais qu'il se perfectionne. Le métier à tisser, c'est un des instruments les plus anciens produits par l'homme. Et cette articulation des doigts, dans les points de vue anthropologiques, certes concerne
la couture, mais c'est la même articulation que nous utilisons pour écrire. Quelque part, dans les points de vue anthropologiques, Vitruve comprend parfaitement que ce geste, c'est un geste de haute intellectualisation de l'homme. C'est un geste qui l'éloigne de son contexte, disons, naturel, pour l'amener dans son être homo sapiens. Et ce geste, il reste gravé dans notre construction et dans nos artefacts, à travers d'abord l'écriture à la main, ensuite avec l'écriture à la machine, et après avec l'écriture ordinateur. C'est toujours le même geste. Voyez. Donc c'est une permanence de cette capacité de l'homme d'intellectualiser les processus, de produire des artefacts. Un des premiers exemples probablement de tissage à la nature, c'est celui qui est fait par les araignées. Alors considérez qu'il y a des araignées, il y a des toiles qui font des dizaines de mètres, donc dans une période préhistorique, il doit y avoir des araignées qui étaient gros comme des vaches. Et du coup, j'imagine que cet référent naturel, il doit être très présent. Il parle par exemple de nid. Ça, c'est le nid de Udo Niels. C'est dans les Landes de Lunenburg en 1978. Udo Niels, c'est quelqu'un qui travaille sur ce concept de nid, concept d'abri primordial de l'homme, et il reproduit ça dans la nature. Les insectes, les cocons, tout un travail qui vient du fait de construire une enveloppe autour de soi, autour de son corps, exactement comme il fait l'insecte. Après, il y a des productions de nids extraordinaires. La nature offre à l'homme des solutions faites par les animaux qui sont assez particulières. Par exemple, ça c'est un nid de bulles qui est réalisé par un poisson qui s'appelle le Betta splendens. Les bulles sont visqueuses et donc du coup on crée des structures qui sont des structures qui tiennent le temps qu'il y a reproduction. Parce qu'il faut savoir que le nid c'est un objet provisoire. L'artiste Thomas Saraceno réalise lui aussi comme Niels toute cette relation avec cette anthropologie culturelle du tissage et de l'assemblage que les hommes ont appris par la nature et par les insectes. Donc c'est une installation qui date de 2007 et qui reprend toute cette idée, non, de continuité de relation entre l'homme et la nature. Il n'y a pas que les animaux, naturellement, qui produisent des artefacts qui ont été utiles à l'homme pour se construire et pour évoluer, mais selon Vitruve, dans la nature, c'est une intuition qui est une intuition d'origine grecque, c'est la théorie des éléments. La nature elle est composée de 4 éléments principaux, c'est l'eau, le feu, l'air et la terre. Vitruve explique comment ces 4 principes instruisent la production de l'homme. Par exemple, l'eau. Ce geste simplement de récolter de l'eau, c'est un geste qui probablement arrive dans l'observation de la nature. Ce sont des colocasées, ce sont des plantes qui ont une capacité effectivement de créer des sortes de conques naturelles pour récupérer l'eau, donc probablement ont été utilisées comme des conteneurs. Un conteneur aussi, par exemple, la courge, une fois qu'elle est séchée, brûlée, elle devient totalement étanche. La production de ces artefacts, elle est d'abord très proche formellement de la forme de référence de la nature pour devenir après de plus en plus complexe. Vitruve, il parle de l'air. Pensez donc à tous les instruments de musique. L'air a dû effectivement créer des sonorités particulières dans la nature, en passant à travers les plantes, à travers les coquillages, à travers il y a des gorges de montagne qui sont assez particulières parce qu'il y a des effets de son dus à la présence du vent. Donc l'homme reprend ces choses naturelles, ce qu'il observe, pour les transformer à travers ses mains,
toujours dans des artefacts. Pensez par exemple à un des instruments les plus anciens qui est la flûte. Ça, c'est une coque tibétaine, donc c'est fait à partir d'un conquillage, qui lui aussi a cette capacité de donner des sonorités particulières. Mais pas seulement. Donc, le vent est utilisé comme source d'énergie de la nature. Donc, pensez au moulin à vent. Ou bien, par exemple, les lanternes Kongming. Ils sont apparus en Chine au 200 après Jésus-Christ. Ou encore, bien plus complexes, sont les tours du vent. C'est un système de bioclimatique, aujourd'hui on dirait, pour faire en sorte d'extraire l'air chaud dans l'intérieur de la maison et l'été, donc y amener de l'air fraîche. Alors, le feu. Symboliquement, l'obélisque qui est recouvert par cette pyramide, qui était une pyramide d'or, représente un rayon de soleil. Donc c'est le Dieu qui amène ces rayons et que les hommes, symboliquement, ils pétrifient. Les lucarnes, donc tous ces récipients pour contenir une matière qui brûle. La fusion, la fabrication du verre est une fabrication d'origine phénicienne. Arriver à faire fondre du sable pour arriver à construire du verre, c'est une chose qui est très, très ancienne. La fusion du verre combinée avec la fusion du plomb amène à la construction de baies vitrées. Et enfin, une représentation de Velázquez qui représente la forge de Vulcain, en étant Vulcain le dieu du feu. Et la terre. La terre, les premières constructions sont probablement en terre. Aujourd'hui, il y a encore des peuples qui construisent en terre et il y a toute une nouvelle architecture bioclimatique qui met au point des nouvelles techniques pour exploiter directement la terre séchée. On fait des formes, tout simplement, à l'intérieur de laquelle on met de la terre, mélangée avec de la paille, elle est séchée et après, ensuite, elle est utilisée par la construction. Si on mélange la terre au feu, on a la brique. C'est une terre cuite, donc une terre particulière, qu'elle est cuite à une haute température, en général 800 degrés, qui lui donne une résistance particulière. La brique est la première technologie digne de ce nom construite par l'homme. L'homme parle. L'homme communique grâce à ce rassemblement autour du feu et l'homme construit des abris et en construisant, commence à apprendre à produire des artefacts. Qui veut dire que le fait d'être obligé à s'abriter fait naître l'architecture et avec l'architecture naissent tous les autres arts. On a commencé à peindre les cavernes, on a commencé à créer des outils pour pouvoir manger, cuisiner, mais toujours en démarrant dans ce principe de s'abriter. L'habitation serait de fait le premier terrain de construction de l'homme et de sa capacité à bâtir des artefacts. C'est ainsi que l'architecture, elle vient se trouver à l'origine de toutes les arts. Le mot architecture vient du grec arché, qui veut dire le commencement, le principe, et tektonikos, qui ça veut dire premier bâtisseur. Ce mot a été créé pour définir le commencement de l'activité créative de l'homme. D'ailleurs, l'art dans la culture grecque, elle est définie comme techné, ça veut dire la capacité de créer en fonction d'une finalité. Je veux créer quelque chose, donc j'ai une finalité et j'applique un principe créatif pour pouvoir y arriver. Qu'il soit une cuillère, qu'il soit un tableau, qu'il soit une sculpture. Et là, après cette prémisse, on arrive à comprendre que l'homme, il est à la base de toutes ces créations
et il est aussi le modèle de référence de toutes ces créations. Dans ce livre 3 au chapitre 1, Vitruve reprend la tradition grecque de l'anthropométrie, ça veut dire de cette nécessité d'utiliser l'homme comme maître, anthropos, donc entre homme, maître, pour réaliser toute architecture. L'homme est construit par une série de proportions entre le bras et le cœur, entre la tête et le nombril. Toutes ces proportions, toutes ces distances, ces intervalles, sont des intervalles numériques. Et en étant des chiffres, en étant des nombres, si on les multiplie, on peut créer des architectures. Ça veut dire que si on veut construire une architecture qui soit à l'image de l'homme, on a désormais les numéros pour pouvoir le faire. Vitruve laisse son dé architecture sans image. Donc, il y a cette description précise de toutes les dimensions, par exemple, le pied est la 6e partie de l'auteur du corps, le coude la 4e, ça va du même pour la poitrine. Donc, lui, il établit un modèle mathématique pour représenter la figure de l'homme, mais c'est Léonard de Vinci, dans L'Homme de Vitruve, autour de 1490, qui réinterprète le texte de Vitruve pour représenter la figure donc, de l'homme que vous voyez ici à l'écran. Si la nature a composé le corps de l'homme de manière que toutes ses parties soient en relation étroite les unes avec les autres, de même, l'architecture doit utiliser le même principe. Ça veut dire que même si je vois seulement une partie d'un ouvrage, d'un objet, je peux imaginer le tout. C'est tellement puissant la relation entre toutes ces parties que même en regardant une ou deux, je peux imaginer le tout à travers ces parties. Si je montre ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? Si on regarde bien, on arrive tout de suite à comprendre qu'il s'agit d'un temple, et d'un temple grec. Pourquoi? Parce que ces constructions sont réalisées avec ce principe de cohérence maximale entre chaque partie avec l'unité constituée. Alors, ça c'est un mot cohérence qui établit cette relation étroite, effectivement, entre les éléments. Si je vois par exemple ce vase cassé, par la forme et par la décoration, j'arrive tout de suite à comprendre qu'il s'agit bien d'un vase. Tous ces objets d'architecture ou design, mais pas tous les objets, certains de ces objets, celles que nous sommes en train d'analyser, sont caractérisés par cette relation étroite entre les parties et le tout, jusqu'à arriver à ce principe qui serait de ne rien pouvoir ajouter ou rien pouvoir soustraire, faute de modifier l'intégrité de l'objet. Si je prends par exemple un morceau de marbre, tel que celui qu'on voit, et je lui enlève un morceau, on comprend que j'ai modifié l'intégrité de cet objet, que je l'ai cassé, parce que l'unité est tellement puissante et la force de cohérence tellement forte que si j'enlève un morceau, c'est tout à fait visible. Si je modifie un tas de sable, c'est pas la même chose. Ça veut dire que tout en étant une matière, elle n'est pas animée par le même principe de cohérence. Cette cohérence, elle est maximale justement dans le corps humain. Si j'ai une phalange de moi, ça se voit que j'ai une phalange de moi. Si j'ai un doigt de trop, même si c'est juste un doigt sur un corps tout entier, on voit la différence, jusqu'à arriver presque parfois pour certaines choses, comme dans ce cas-là, à la monstruosité. Ça veut dire que le monstre, le mythe du monstre se crée parce que on crée quelque chose qui est en difformité
avec une chose qu'on a l'habitude de voir dans son intégrité. La destruction de l'intégrité crée la monstruosité. Dans cet objet des frères Bourlec, si j'ajoute ou j'enlève une de ces éléments, de cet assaut, on ne voit pas véritablement la différence. Alors, c'est la même chose si j'enlève un de ces petites bestioles au fauteuil des frères Campana. Ce principe de anthropométrie, avoir le corps comme maître pour la construction, dans les points de vue symboliques comme dans les points de vue numériques, se marie, s'appuie à ce concept de symétrie qu'on pourrait traduire en français avec le mot de commensurabilité, synmétros, avec le même maître, au même temps, syn. Donc, constitue ce mot symétrie une continuité avec la question de l'anthropométrie et admet l'idée que la construction, certaines constructions dont on est en train de parler, pas toutes, soit construite à partir d'un même module. Ça veut dire qu'il y a cette unité de mesure, ce maître, le maître en sens large du terme, symbolique du terme, la capacité de construire à partir d'une unité de mesure donnée, d'un élément donné, et cet élément donné, c'est le module. Si je prends le temple grec, celui du 5e siècle, si je prends le Parthénon, okay, donc cette construction, elle est basée évidemment sur le même modèle mathématique que Vitruve reprend quelques siècles après. La relation entre la largeur et l'auteur, c'est le nombre d'heures. Donc toutes les parties du corps humain font une référence à ce nombre d'heures. Ça veut dire que si je divise la largeur par l'auteur, j'ai un numéro qui fait plus ou moins 1,619 et des poussières. Ça, c'est un nombre d'heures. On a découvert dans la nature que beaucoup d'éléments sont constitués par ce nombre d'heures. En effet, ce temple, effectivement, dans sa largeur et divisé par son hauteur, représente le nombre d'heures. Mais pas seulement. Quand on a reconstitué le Parthénon, alors le Parthénon a été construit par Phidia, cet architecte sculpteur, et on sait que la construction du Parthénon a duré 7 ans. Alors, il y a quelques dizaines d'années, on a restauré le Parthénon. Mais on a restauré le Parthénon avec des moyens colossaux, avec des ingénieurs qui venaient de tous les côtés du monde, avec une technologie absolument à l'avant-garde. Eh bien, on a mis 11 ans pour pouvoir le faire. Pourquoi? Se poser la question. Comment est-il possible que a été fait en 7 ans au 5e siècle avec les technologies et avec les connaissances de l'époque? Et surtout, les archéologues, ils se sont posé la question de comment on pouvait apprendre, comment on pouvait transmettre les informations à un groupe de travail hétérogène parce que constitué par personnes qui venaient d'endroits différents. C'était ainsi à l'époque, c'était une main-d'œuvre exceptionnelle, donc qui a été récupérée par tous les pays limitrophes à la Grèce. Donc il y avait des Égyptiens, il y avait des Syriens, des Coptes, etc. Et tous ces gens venaient de pays et de cultures avec des unités de mesure différentes. Le pied égyptien n'a pas la même dimension que le pied grec. Et pas loin donc du chantier, ils ont trouvé cet objet, cette ruine, qui représente effectivement très probablement une table de conversion entre le pied et la main, le pouce égyptien et le grec. Tout ça pour dire que la question numérique, dans la transmission des informations, elle est centrale. Et comment effectivement se faire comprendre immédiatement par les ouvriers pour la construction de ce temple. Ça, c'est l'image du Parthénon. Et ils sont soulignés, ces éléments sont des éléments décoratifs qu'on appelle des triglyphes. Chaque triglyphe sépare
Un autre élément décoratif s'appelle une métope. Une métope, c'est une plaque en pierre qui représente en général une scène particulière, raconte l'histoire de la communauté ou du dieu à lequel le temple est dédié, et chaque métope est séparée par ce triglyphe. Ce triglyphe a une certaine dimension. Eh bien, on a découvert avec le Parthénon que toutes les mesures les plus importantes pour la construction du temple, elles sont toutes des multiples de la dimension du triglyphe. Ça veut dire que, par exemple, la largeur est 36 fois la largeur du triglyphe, l'auteur est 6 fois la largeur du triglyphe, et l'intervalle, donc la distance entre une colonne et un autre, c'est 5 fois la largeur du triglyphe. Ça veut dire que cet élément, le triglyphe, devient le maître de la construction, le modèle de référence à la construction. Donc, cette question de symétrie, qui est fortement liée à la question du corps, donc de la symbolique du corps humain, et donc de comment les numéros du corps se transfèrent dans les numéros, dans les chiffres du temple, et cette modularité fait ce principe de symétrie. L'anthropométrie, en tant que discipline de l'anthropologie physique, est utilisée pour l'ergonomie. Ça veut dire que la construction des artefacts suit ce principe anthropométrique, et l'ergonomie fait que certains objets soient créés justement à partir des dimensions du corps et de ses mouvements. En 1958, Yves Klein réalise la première performance anthropométrique. Il demande à une série de modèles de se peindre le corps et d'utiliser ce corps comme modèle, donc comme trace, comme empreinte, pour réaliser ces tableaux. La performance est accompagnée par un orchestre qui joue une symphonie monotone, 20 minutes puis 20 minutes de silence, à la suite de laquelle, effectivement, les modèles laissent leur empreinte sur des tableaux. Cette anthropométrie, elle est réinterprétée par Le Corbusier en 1945, quand il le construit, quand il l'invente, il pense son moduleur. Moduleur, c'est un mot qui est composé de deux mots, donc module. On revient sur ce principe ancien de anthropométrie et de symétrie, plus le nombre d'or. Et d'ailleurs, Le Corbusier fait référence au nombre d'or, au traité du nombre d'or de la Renaissance, et cette fois-ci sert à établir une relation directe entre la position, la posture du corps et l'espace et ses objets. Donc, savoir combien fait une assise quand on est assis très bas, un peu plus haut, un coudoir si on est assis sur un fauteuil, une table si on image, une table si une table haute, etc. Donc, établit toute une série de dimensions qui d'ailleurs utilisera dans son architecture. Ce concept d'anthropométrie et donc d'ergonomie, ça veut dire construire des objets en fonction de ses exigences physiques et corporelles, eh bien, ils sont repris par Henry Dreyfus autour des années 40. C'est un New-Yorkais, il est né à Brooklyn, qui transforme complètement le concept de la créativité et du design en introduisant toute cette analyse extrêmement précise de toutes les parties du corps. Et comment ces parties du corps, leur dimension et leur mouvement puissent effectivement être utilisés dans la production des objets. Toutes les positions et toutes les postures sont analysées, celle assise, allongée, le mouvement de la tête selon des mouvements naturels. Donc, du coup, comment regarder, comment voir
comment s'asseoir, regarder la télé par exemple, non? Des canapés qui sont construits pour cette chose. Et un des objets les plus connus, c'est ce téléphone, par exemple, ou se faire repasser. Encore plus important, c'est la locomotive 20th Century Limited, qui a été complètement conçue par Dreyfus à partir de ses idées de ergonomie. Cette ergonomie, elle est tout le temps utilisée, donc fait partie de nos travaux de designers et d'architectes, et une réflexion poussée sur l'ergonomie arrive à l'agression d'objets pas banals. C'est le cas par exemple de cette assise, comme de celle-là, hein, plus ancienne, dont le présupposé, c'est une posture correcte du corps en étant assis. Le poids, normalement, elle pose tout sur la colonne vertébrale, dans cette assise-là. Donc les jambes, les genoux sont posés sur cette partie devant. Donc du coup, il y a une transmission de poids qui se fait à travers tout le corps. Ou par exemple, cet curieux objet de Nick et William Campbell, c'est un biberon de 1983, fait partie de l'idée de rendre autonome le bébé dans son tendre enfance. Donc du coup, ces biberons sont construits pour être tenus directement par le bébé. Ce concept d'ergonomie contrôle encore le dessin et la créativité, une autre sorte de production créative, et il est plus il est poussé, plus il est précis, plus donne vie à des objets singuliers et particuliers. Donc, synthèse générale. On part du présupposé qu'il y a un lien direct entre la nature, l'homme et la construction. Que la construction de l'habité soit à l'origine de toute production créative de l'homme. Qu'il y a une influence directe entre les dimensions de l'homme et la production. Au 1er siècle et au 5e siècle, ça passait par la symétrie. Aujourd'hui, ça passe par l'anthropométrie et l'ergonomie. Qui veut dire que nous avons une série d'objets en architecture comme en design que, malgré la contemporanéité, sont encore construits de cette façon. Objets qui sont extrêmement cohérents et que toutes leurs parties, donc le parti et le tout, sont reliés par un principe unique. Pas tous les objets sont comme ça. Donc ça, c'est un génome particulier d'une famille d'objets, hein, ces objets qui sont des objets anthropométriques, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui ont besoin d'une autre explication, d'une autre façon de les décoder qu'on verra très prochainement. Merci de mon atelier et à la prochaine.